CELI ça existe depuis 2009. Pour avoir le CELI, c'est important que vous soyez résident canadien. OK? Alors, résident, pas nécessairement citoyen. OK? Alors, de l'année que vous devenez résident canadien, vous avez le droit de commencer à cotiser dans le CELI. Rien que faire avec le revenu, c'est simplement une question de résidence ici au Canada. OK? Alors, simplement pour vous donner une idée, s'il y a parmi vous que vous êtes résident depuis 2009, vous avez le droit de 2009 à aujourd'hui jusqu'à 95 000 $ que vous pouvez cotiser. Alors, l'année que vous avez commencé, vous avez devenu résident. Si vous n'avez pas déjà commencé à cotiser dans le CELI, on peut le rattraper, retourner en arrière pour le cotiser, pour aller le maximiser. Quoi le revenu? C'est quoi la mise de fonds que vous avez de disponible? Et c'est quoi que vous cherchez exactement comme propriété? Parce que vous cherchez, on va dire, une maison unifamiliale, un condo, une maison à revenus, duplex, triplex. Donc tout ça va dépendre de la discussion qu'on va avoir ensemble pendant la pré-approbation. Okay? Donc c'est sûr que la première chose qui est établie, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, ça va être le revenu qu'on va utiliser total pour pouvoir faire la pré-approbation. Ce que j'entends par là, exemple, on va utiliser le revenu de chacun. Donc si quelqu'un a un emploi ou il est travailleur autonome, okay? Le revenu du conjoint. Si vous avez des enfants en bas de 12 ans, on utilise aussi les allocations familiales comme revenu. Okay? Ensuite, nous avons aussi, je ne sais pas s'il y avait d'autres sources de revenus, si vous avez plus qu'un travail, par exemple un travail à temps partiel, un travail à temps plein. Donc on va mettre tous les revenus ensemble, on va établir c'est quoi le budget et vous dire jusqu'à où on peut aller pour la pré-approbation. Donc la lettre qu'on va vous remettre, exemple, disons c'est 500 000. Ça veut dire que dans le 500 000, on a déjà pris en compte votre mise de fonds. On va dire que vous avez mis 5 ou 10%, 50 000. Rapport aux revenus, OK, comme on l'expliquait, c'est où vous êtes salarié, vous travaillez pour une compagnie, vous avez un revenu à l'heure ou par année, ou vous avez, dans le fond, vous êtes travailleur autonome. OK? Travailleur autonome, juste pour laisser une petite note, il nous faut une moyenne de 2 ans. Okay? Donc, 2 ans complets, de janvier à décembre, pour pouvoir vous qualifier en tant que travailleur autonome. Okay? Donc, il y en a aussi qui peuvent avoir être travailleur autonome puis être salarié aussi en même temps. C'est des choses qui se font aussi. Bien, c'est juste à prendre note. Okay? Par rapport à la mise de fonds, juste pour vous laisser savoir aussi, c'est bien important, un peu comme Pasquale disait tantôt, d'avoir un historique de 90 jours. Okay? Je suis pas mal certain, peut-être dans la pièce ici, il y en a qui participent peut-être à un solde. Okay? Est-ce qu'il y en a qui participent à ça ici? Hein? Donc, c'est bien important d'avoir la mise de fonds vraiment déposée dans un compte bancaire. Donc, si on a l'argent liquide, au milieu de la préapprobation, bien, déjà, on perd un 3 mois. Okay? Parce que si tout notre argent est en liquide ou c'est un emprunt ou peu importe qu'on fait de quelqu'un, admettons, qui est de la famille immédiate, bien, ça, il nous faut une lettre de don. Okay? Mais si c'est de l'argent en liquide, il faut que ça soit déposé dans le compte. Parce que sinon, on doit attendre 90 jours pour pouvoir commencer le processus. Parce que sinon, l'offre sera pas si l'offre est acceptée, puis on doit avoir la preuve de financement, la banque ne va pas accepter la demande, malheureusement. Okay? Pour qu'est-ce qui est des ratios, en général, normalement, le calcul qui est fait, c'est environ 3 à 4 fois maximum le revenu okay, qu'on reçoit, que ce soit en tant que travailleur autonome ou en tant que salarié. Okay? Ça, c'est si quelqu'un a un excellent dossier de crédit sans avoir de dette. Okay? Ça, c'est le ratio qui est calculé à peu près au maximum. Nous, on calcule, c'est 44 % de ratio d'endettement. Le but, c'était une séance informative ciblée pour les premiers acheteurs. Donc, dans le fond, c'est vraiment pour guider les clients dans le processus d'achat. Okay? Donc, on avait un planificateur financier présent avec nous aujourd'hui. On avait quelqu'un de chez Remax, donc Luckner, pour présenter un petit peu qu'est-ce qu'il fait comme travail. Et on avait un notaire aussi présent avec nous pour la finalisation du dossier, la conclusion du dossier. Notre but, dans le fond, vraiment, c'est de réaliser les rêves des clients. D'avoir accès à leur propriété. Bien sûr, c'est un gros achat, le plus gros achat qu'ils vont faire dans leur vie. Donc, on est là pour les guider concernant toutes les démarches, dans le fond, la préapprobation, la finalisation du dossier,
qualifier les revenus des clients et tout ça pour leur permettre d'accéder à leur propriété de rêve, disons, ou d'investissement peut-être. La majorité du temps, le courtier immobilier va sûrement diriger vers le courtier hypothécaire ou le spécialiste hypothécaire comme nous, justement pour avoir la préapprobation entre les mains avant qu'il puisse commencer à magasiner pour les propriétés, pour avoir vraiment une idée du budget, une idée de où est-ce qu'il s'en va côté financier. Donc, ça va être nous vraiment la première étape pour le processus d'achat. Donc, on évolue dans un marché qui va très vite. Le type de marché qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le même marché qu'on avait il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est un marché vraiment différent. Donc, quand vous pensez d'acheter une maison, ça vous prend un courtier qui est affable, un courtier qui est expérimenté, un courtier qui a une large disponibilité pour vous accompagner lors de votre transaction. Un courtier immobilier, c'est le catalyseur de votre transaction. Nous sommes au cœur de votre transaction. Nous avons une complicité entre vous et la banque, et les inspecteurs en bâtiment, et les notaires. Donc, nous sommes là pour vous guider tout au long du processus de la transaction. Donc, c'est sûr que vous pensez d'acheter une maison, comme monsieur a mentionné tantôt, vous allez pouvoir déterminer votre capacité financière, combien vous êtes capable d'acheter, jusqu'à quoi exactement l'emprunt vous allez avoir via vos revenus. Donc, une fois que la banque a déterminé ça avec vous, ça fait que moi, je vais commencer à travailler. On va faire les recherches des visites. On va vous informer sur les secteurs. Les secteurs sont différents de part et d'autre. Ça fait que quand vous achetez une maison, vous n'achetez pas seulement une maison, vous achetez aussi l'environnement. Parce qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a des secteurs dont il n'y a pas de transport, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des garderies, il n'y a pas des magasins. Donc, c'est un secteur qui a toutes ces choses-là. Les magasins, la garderie, les transports, ça influence exactement le prix d'une maison. Donc, vous n'achetez pas seulement une maison, vous achetez aussi l'environnement. Surtout pour une première propriété, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Il y a certains acheteurs qui prennent le risque d'acheter seul. Ils courent un grand risque. Il y a des vis cachées, il y a de la pyrite, il y a de l'oc ferreux. Les premiers acheteurs ne savent pas souvent c'est quoi ces risques. Et c'est des risques qui sont très coûteux. 50, 80 ou 60 000 $, ça peut coûter. Et une fois que vous êtes lié par un contrat avec le vendeur et vous avez un litige comme ça, vous êtes pris. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est là que vous allez trouver exactement le rôle d'un courtier. Le courtier est là pour vous protéger, pour vous guider du danger. Il n'y a pas seulement l'achat de la propriété qui paraît facile, mais il y a ses enjeux aussi. Il y a certains secteurs qui sont à risque, mais les premiers acheteurs ne savent pas ça. Vous ne voyez pas ça visuellement. Il y a certaines maisons aussi qui ont des cas de suicide. Savez-vous? Vous ne le savez pas. Comment vous allez savoir ça? Comment vous allez voir ça? Ce n'est pas visuel. Moi, je suis là à la toute fin pour finaliser votre transaction et éviter des problèmes qui pourraient venir coûteux pour vous. Donc, le notaire est présent à la toute fin de votre processus d'achat. C'est avec un rôle préventif. Entre autres, on veut éviter qu'il y ait des surprises dans la transaction, que votre vendeur n'ait pas payé certaines choses, qu'il y ait des choses qui n'ont pas été déclarées, etc. Et la façon de faire ça, c'est en respectant votre entente préalable. Donc, la promesse d'achat, votre contrat de crédit que vous aurez déjà signé avec vos conseillers financiers est suivant. Donc, l'acheteur choisit le notaire, mais le notaire représente l'acheteur et le vendeur et la banque aussi. Donc, on a l'obligation d'avoir l'équité entre les parties pour s'assurer qu'une partie n'est pas favorisée en faveur de l'autre. Le processus chez le notaire, c'est en 2 étapes. Selon la loi, une hypothèque immobilière doit se faire avec un notaire et elle doit s'effectuer avant l'achat de votre future propriété. Donc, si vous avez un financement, vous allez nous rencontrer en premier. On va publier l'hypothèque, on va regarder votre financement pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise. Et c'est par la suite qu'on pourrait faire votre acte de vente. Donc, c'est une protection pour la banque de savoir que l'hypothèque est publiée auparavant.
Donc, lors de votre premier rendez-vous avec nous, vous signez les documents d'hypothèque et vous signez aussi les ajustements et la traite bancaire. Donc, notre bureau, on va effectuer le calcul pour votre mise de fonds. On va dire, bon, ça, c'est votre mise de fonds, le pourcentage, mais en plus, il y a les ajustements pour voir selon ce que le vendeur a payé pendant l'année, le remboursement que vous devez lui faire pour les taxes municipales, scolaires et les frais de condo également, et aussi avec les frais de notaire qui sont inclus. Comme ça, vous avez un paiement à faire, vous n'avez personne d'autre à payer à travers la transaction. Le premier rendez-vous, c'est aussi le moment pour discuter des particularités de votre achat et de votre situation financière. Donc, si vous êtes un couple marié ou non, il se peut que votre mise de fonds soit différente. Il se peut aussi que vous voulez être propriétaire à 50-50 ou dans des proportions différentes. Donc, en discutant de ça, c'est très important parce que si vous ne le dites pas au notaire, c'est possible que vous ne soyez jamais remboursé si jamais vos parts étaient différentes. Donc, si vous ne le mettez pas dans votre acte de vente, que par exemple, monsieur a mis 20 000, madame a mis 40 000, ou un autre exemple, ça veut dire que vous ne serez pas remboursé ce montant-là. La seule façon de le faire, c'est en le mettant dans votre acte de vente quand vous achetez. Lors du deuxième rendez-vous, on fait la lecture et l'explication du contrat de vente et on signe en présence du courtier, du vendeur et de moi-même et l'acheteur, évidemment. Donc, c'est le deuxième rendez-vous où est-ce qu'on complète la transaction et si jamais il y a des surprises ou des choses qu'on découvre à la dernière minute, c'est le moment pour en discuter aussi. Le notaire reçoit les fonds de l'acheteur et de la banque de l'acheteur et on agit comme un fiduciaire dans la transaction. Donc, en gardant l'argent dans notre compte, on est capable de payer les dettes du vendeur, de vérifier les dettes du vendeur. Donc, si jamais le vendeur devait, exemple, 5 000 $ en taxes, qu'il devait son hypothèque et qu'il y avait une autre hypothèque, par exemple, qu'on ne savait pas, c'est le notaire qui va le découvrir et c'est lui qui va payer tous les intervenants dans la transaction pour être sûr que vous achetez quelque chose sans problème. Comme acheteur, malheureusement, la loi dit que si jamais il y a des problèmes ou des choses qui n'ont pas été payées, ça tombe sur vous. Que vous le sachiez ou pas, c'est transférable lorsque vous achetez la propriété. Donc, c'est très important d'avoir des professionnels fiables pour éviter que vous ayez ces surprises-là. On s'assure aussi de faire respecter votre promesse d'achat que vous avez déjà signée avec l'aide importante de vos courtiers, parce que la promesse d'achat, c'est votre avant-contrat, comme monsieur vous expliquait tout à l'heure, ça fait partie de la transaction. Donc, si, exemple, vous déménagez le 1er mars, mais vous avez signé votre acte de vente le 1er janvier et qu'il y a un loyer à faire payer du vendeur à l'acheteur, c'est nous qui allons appliquer cette entente-là. Et il y a différentes situations aussi où est-ce que c'est nécessaire. Exemple, une inspection qui a un problème et ça dit que le vendeur doit payer 1 000 $, 1 500 $ à l'acheteur comme compensation. C'est nous qui allons remettre ce chèque-là. Comme ça évite que vous recevez quelque chose qui rebondisse ou un problème dans la transaction. Souvent, le notaire, il vient aux toutes fins du processus. On rencontre les clients après qu'ils ont déjà eu un courtier immobilier, après qu'ils ont déjà vu leur financement. Donc, on est là pour s'assurer que vraiment tout est fait en bonne et due forme à la toute fin de la transaction. Donc, on est là pour éviter des problèmes, pour vérifier les taxes municipales, scolaires, que le vendeur n'a pas de surprise à déclarer pour vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon notaire de confiance. Comme ça, vous allez pouvoir éviter des litiges et vous allez pouvoir prévenir des choses qui sont coûteuses après une transaction. Donc, souvent, c'est l'acheteur qui choisit le notaire en règle générale. Ça peut arriver qu'un acheteur ne connaisse pas de notaire, donc ça va être à lui de faire des recherches ou le courtier immobilier, souvent, il peut aussi référer un notaire dans une transaction. Moi, je commence la transaction. Et moi, je la finalise.